L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. Au XVIIIe siècle, en France, la situation, ou du moins l'image des Juifs, est en train de changer dans le royaume. Le mouvement des Lumières et du despotisme éclairé dans les pays d'Europe centrale fait bouger les choses. En Allemagne, Lessing écrit une pièce qui remporte un certain succès, qui s'appelle Nathan le Sage, et qui montre un juif positif, c'est-à-dire un juif humain, capable de dialoguer avec les chrétiens et qui, contrairement aux juifs du marchand de Venise, Shylock, est un juif, on pourrait dire, normal à nos yeux. Moses Mendelssohn, lui, de son côté, essaye de sortir les Juifs de leur situation inférieure et de leur ghetto avec son mouvement, la Haskalah, qui connaîtra un véritable succès en Prusse et dans plusieurs États allemands. Les philosophes en France réfléchissent à la situation des Juifs et disent ils sont dans une situation mauvaise, ils sont malheureux, ils ne peuvent pas exercer de métier satisfaisant puisqu'on les oblige à ne pratiquer que l'usure, ils sont soumis à des taxes spéciales. Allez vous étonner après qu'ils soient méprisés et que personne ne veuille frayer avec eux sauf obligation. C'est le cas, par exemple, de Montesquieu, qui, dans son humble remontrance aux inquisiteurs d'Espagne et du Portugal, fait valoir que les Juifs croient ce que croient les chrétiens, même s'ils ne croient pas tout ce à quoi les chrétiens croient. C'est le cas de Diderot, qui, dans l'encyclopédie, prend la défense des Juifs. C'est pas le cas de Voltaire, parce que Voltaire trouve vraiment que ce sont des gens méprisables, certes par leur religion, mais de ce côté-là, il s'en prend à toutes les religions révélées, mais en même temps, il n'aime pas les Juifs. Ce qui ne veut pas dire, à mon avis, qu'il faille en faire un antisémite raciste précurseur de je ne sais quel nazi, c'est pas cela. Voltaire a pris la défense de Calas, qui était protestant, qui a été brûlé vif parce qu'on l'accusait d'avoir empêché son fils de se convertir au catholicisme, ce qui était faux, et il prend la défense de Calas au nom de la justice. Et je crois que s'il y avait eu une affaire Dreyfus au XVIIIe siècle, Voltaire aurait été du côté des Dreyfusards et pas des anti-Dreyfusards. Mais peu importe. Globalement, les philosophes sont d'accord pour qu'on sorte les Juifs de leur situation dégradée. C'est le cas également de Mirabeau, qui publie un livre sur Moses Mendelssohn et ce qu'il a réussi à faire en Allemagne. Et tout cela influence l'opinion. Ça influence le roi. Louis XVI n'est pas antisémite, il est comme son ancêtre Louis XIV, il a une curiosité à l'égard des Juifs, contrairement à son grand-père Louis XV qui lui n'avait pas d'affection particulière. Mais Louis XVI veut améliorer la situation des Juifs. Il le fait en 1784 en abolissant le péage corporel pour les Juifs d'Alsace. C'est tout ce qu'il fait, c'est pas assez, et la situation des Juifs d'Alsace est franchement mauvaise, soumise à l'antisémitisme des populations et des paysans qui souffrent de devoir passer par les usuriers juifs. Mais en 1787, il demande à Malesherbes, son ministre de la librairie, c'est-à-dire en fait de la culture et de la censure à l'époque, d'essayer de réformer la situation des Juifs. Malesherbes l'a fait pour les protestants, qui sont devenus ce qu'on appelle des régnicoles à cette époque, c'est-à-dire des sujets du roi. Ils ne sont plus considérés comme étrangers. Et Malesherbes consulte un certain nombre de juifs pour voir comment on peut améliorer les choses.
Et en même temps, à la même époque, en 1787, l'Académie de Metz, qui est donc en pleine zone, si je puis dire, juive, lance un concours avec une question: comment faire pour rendre le sort des Juifs meilleur en France? Comment les Juifs peuvent-ils être plus utiles et être heureux en France? Rien que l'intitulé de la question contient des réponses, et le gagnant du concours sera un certain Abbé Grégoire, dont on va avoir à reparler. Quand elle était petite fille, elle habitait dans le vieux sud. C'est tellement loin déjà tout ça, c'est tellement loin déjà. Rappelle-toi New York, c'était comme sur la planète Mars. L'Alabama n'a pas changé de place. Maintenant qu'elle habite en France, elle chante une vieille romance. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Allons sous ma chaumière, bergère du vallon. J'entends sur le feuillage l'eau qui tombe en bruit. Voici venir orage, voici l'éclair qui brille. Courons, courons, bergère, vois-tu briller là-bas le toit de ma chaumière? Il nous abritera, voici notre cabane. La porte va s'ouvrir, ma mère et ma sœur Anne viendront nous accueillir. Bonsoir, bonsoir ma mère, ma sœur Anne, bonsoir. J'amène ma bergère près de vous pour ce soir, qu'on mène dans l'étable ces brebis, ces agneaux, et mettons sur la table laitage et fruits nouveaux. On soupe, on rit, on chante, l'orage s'est calmé, une amitié touchante unit nos cœurs charmés. Bientôt la bergerette, lasse et fermant les yeux, s'endort dans ma chambrette et fait un rêve heureux. Oh yeah. La-la-la-la. Tip, 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 tip. Bonne nuit, bergère. Rentre vite dans tes draps. Prends bien tes somnifères et mets ton pyjama. J'imaginerai tes rêves jusqu'au lever du jour. Bonne nuit, bergère. Je t'aimerai toujours. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France, raconté par Gérard Inger, la semaine prochaine.
Et